Depuis le plus jeune âge, on nous pousse à se surpasser les uns les autres pour prétendre à accéder à un travail bien payé. Faire de longues études est considéré par la majorité comme une étape obligatoire, voire une réussite en soi, comme un véritable accomplissement. Pourtant, beaucoup de personnes rentrent dans la vie active sans être passées par là. Elles sont souvent méprisées, considérées comme appartenant à un statut social inférieur. Mais parfois, ces personnes ont juste compris plus tôt que les autres ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Respecter ses besoins, ses envies et ses limites sera toujours mieux à mon sens que de se forcer à étudier quelque chose qui ne nous convainc pas. En 2024, environ 800 000 jeunes de 15 à 24 ans en France ont quitté le système éducatif. Ça représente 10% de cette population. Les causes de leur décrochage sont multiples. Problèmes de santé mentale et ou physique, inadaptation au système scolaire, harcèlement scolaire, discrimination, conflits familiaux ou encore dû à des contextes culturels qui rendent l'intégration au système scolaire difficile. Malheureusement pour moi, quand j'ai arrêté l'école, je ne l'ai pas choisi de mon cœur parce que je savais ce que je voulais faire. Absolument pas. J'étais complètement perdue. Cette vidéo est réalisée pour vous apporter mon témoignage et vous encourager à trouver une voie professionnelle dans laquelle vous serez épanoui, peu importe si c'est mal vu ou bien vu par la société. Salut le New Gang! Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous parler du fait que j'ai été déscolarisée le 2 mars 2021 et des conséquences que ça a eu sur moi et comment je fais pour occuper mon temps libre. Pourquoi j'ai été déscolarisée? J'avais énormément d'anxiété quand j'allais à l'école. Je me faisais harceler. Je ne supportais juste plus d'aller en cours à un point où je pensais tous les jours à disparaître en fait. C'était vraiment une période très dure pour moi. Il s'est passé que j'en pouvais plus. Alors ça faisait un moment que j'étais dans cet état de détresse, d'insécurité, qui rendait le fait que j'aille à l'école compliqué. C'était pas du tout les notes et tout. J'étais une très bonne élève. J'étais une élève qui révisait, qui avait des bonnes notes, il n'y avait pas de souci là-dessus. C'était vraiment tout ce côté social, ce côté de je vais en cours, ce côté de je serai entourée de gens qui vont me faire du mal. Je suis partie des cours, je suis allée fuguer, je me suis réfugiée dans la forêt qui est près de chez moi. Je me suis mise à dessiner en autoportrait. C'est un peu comment je me voyais, je suppose. J'appelle mes amis, j'appelle mes parents, je leur explique que ça va pas du tout, que j'en peux plus de vivre, que je veux plus jamais retourner à l'école, que je ne veux plus jamais y retourner. Du coup, ma mère, elle me dit, ok, bah on va t'emmener au médecin. Donc je suis allée voir mon médecin généraliste, expliquer mon sentiment d'insécurité, tout ça. C'est parti assez loin et je me suis retrouvée à l'hôpital, en pédiatrie, parce que j'avais 16 ans à l'époque. Pédiatrie, j'y suis restée 2 semaines, il me semble. C'est possible que mon discours soit faux parce que ça remonte quand même. J'ai le symptôme de l'oubli. C'est-à-dire que comme c'est des événements un peu traumatisants, mon cerveau a essayé d'y oublier. Et du coup, bah, j'ai beaucoup de données qui sont déformées dans ma tête. Mais je vais essayer d'être le plus honnête possible. Je peux vérifier dans ce carnet. Donc en pédiatrie, vous voyez, ma mère m'avait offert un carnet. En fait, je racontais toutes mes journées. Et ça m'a beaucoup aidé de tenir une sorte de journal de bord pour m'ancrer à la réalité. D'ailleurs, j'écrivais très bien à cette période. Je trouve que mon écriture s'est dégradée au fil du temps parce que je n'écrivais plus autant qu'en cours, même si j'essayais de maintenir l'écriture, c'est-à-dire que j'ai énormément de carnets pour écrire dedans. J'ai énormément de choses à écrire, mais ça reste moindre par rapport au cours. Revenons à nos moutons ou à nos lapins. En pédiatrie, je passe dans les mains de psychiatres, je passe dans les mains d'autres professionnels. Je ne vais pas détailler parce que ça reste assez dur pour moi et assez traumatisant en vrai comme expérience. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que là-bas, ça a été une période un peu hors du temps où je me sentais à l'aise parce que je voyais que tout le monde était là pour m'aider. J'en profitais pour avancer sur mon roman Ombre impériale. Je faisais des dessins, je jouais aux échecs, beaucoup. C'est la période où j'ai commencé les échecs et je me suis mise à fond dedans. Je rencontrais des gens grâce à ça. J'allais voir d'autres personnes qui étaient hospitalisées, je jouais aux échecs avec eux. Ça m'a vraiment permis un côté social, les échecs. Donc c'était une période assez stressante et en même temps, je m'y sentais mieux là-bas. Je me sentais vraiment mieux là-bas que n'importe où ailleurs. Du coup, ça m'a fait du bien. Et on m'a annoncé
que je devais aller en hôpital psychiatrique pour être plus spécialisée, pour m'aider. Parce qu'en pédiatrie, ils guérissent pas vraiment le mental. C'est vraiment une situation provisoire le temps qu'il y ait de la place en hôpital psychiatrique. J'y suis allée. Ça a été horrible pour moi parce que je me sentais tellement bien en pédiatrie que là, je me retrouve dans un environnement inconfortable avec des gens qui ont plein de problèmes, des gens qui pleurent, qui crient. Et je m'imaginais y rester toute ma vie. Mais vraiment. Et en plus, ce qui m'a fait peur, c'est qu'il y a un garçon, il y est resté 5 ans. Et 5 ans, pour moi, c'était énorme, c'était pas supportable. Donc j'avais des idées noires encore plus fortes. Au final, ça a été très difficile pour moi parce que j'étais très réservée, très timide. Je manipulais toujours Yumi, je vous l'apporte. Je manipulais toujours Yumi, comme ça. T'es comme ça, réservée, timide, et je ne parlais à personne. Jusqu'à ce que une soignante me présente ma meilleure amie Juliette, que j'ai rencontrée là-bas. Juliette s'est vraiment beaucoup occupée de moi, m'a beaucoup réconfortée. C'est vraiment une personne où je me suis retrouvée dans ses valeurs, où je me suis retrouvée à l'aise avec sa présence. Elle aimait dessiner, elle aimait les mangas, elle aimait plein de choses que moi j'aimais. Et vraiment une personnalité douce qui sort du lot et qui m'a fait tellement de bien en fait. Il y avait d'autres personnes que j'ai rencontrées qui s'est révélé être plus malsain pour moi que autre chose, mais c'est vraiment elle qui m'a marquée positivement. La présence de Juliette, c'est la seule raison qui fait que j'ai aimé être là-bas, parce que tout le reste c'était négatif. Enfin, moi je l'ai ressenti comme ça, je sais que ça a aidé beaucoup d'autres personnes et que c'est vraiment quelque chose qui est bien. Ça dépend le contexte en fait, ça dépend de pourquoi on y va, de si nous on veut y aller, de si nous on veut guérir, etc. etc. Il y a plein de paramètres. Et là pour le coup, moi, j'ai vraiment très mal vécu parce que à l'hôpital psychiatrique, j'ai subi des violences de la part de d'autres patients, ce qui a fait que ça a empiré mon fonctionnement, mon état d'esprit qui était déjà cassé, mon mental il était brisé en mille morceaux. Ça y a empiré parce que les violences que je pouvais subir avant, j'étais pas H24 avec elles, si vous voulez. Là, quand on vit avec les patients à l'hôpital psychiatrique, c'est H24 avec elles. Du coup, c'était beaucoup plus intense, beaucoup plus violent pour moi. C'était vraiment, j'avais pas d'échappatoire. Des fois, je me cachais dans la chambre d'autres patients. Ce qui était très dur, c'est que c'est tombé pendant la période du Covid, donc zéro sortie. On devait porter les masques en permanence. Pas le droit de contacts sociaux, mais ça, je crois que c'est même hors Covid, c'est pour justement éviter qu'il y ait des violences. Mais en vrai, c'était pas respecté, hein, les patients. Dès qu'ils voient que les soignants regardent pas, ils se tiennent la main, ils font des choses, vous voyez. C'est comme ça. Quand je suis sortie, hop, psychologue. Et en parallèle de ça, on préparait la sortie, la remise en société, j'ai envie de vous dire, mon intégration. Là, j'ai été isolée complètement. J'ai essayé de passer le bac de français en révisant à l'hôpital psychiatrique. Ça s'est très mal passé. J'ai eu des notes pourries, pourries, pourries. Je crois que j'ai eu 4 sur 20 à l'oral et 7 sur 20 à l'écriture. Alors que dites-vous que le français, c'était vraiment mon domaine. C'était le domaine où j'étais le plus douée. Je me tapais des 18, des 16, des bonnes notes. Dans ce contexte-là où j'étais complètement détruite, complètement déconnectée de la réalité, c'était juste impossible pour moi d'apprendre et d'assurer les examens. Je suis allée à l'hôpital de jour pour les enfants. Donc l'hôpital de jour, je m'en rendais pas compte, mais sur le long terme, avec du recul, ça m'a énormément aidée. En fait, l'hôpital de jour, c'est des activités qui sont mises en place avec d'autres enfants, plutôt des adolescents, on va pas se mentir, mais voilà, je sais pas de quel âge à quel âge c'était, mais c'était jusqu'à 18 ans. Quand j'ai eu 18 ans, je suis partie. C'est le protocole. Un atelier de cuisine, j'y allais, je me mettais à pleurer, à crier. Euh, je ressentais les choses d'une manière décuplée. C'était anormal. D'ailleurs, c'est là qu'on a suspecté que je sois borderline. Les moyens pour guérir, c'est pas juste prendre un médicament, c'est des thérapies, tout ça. Donc, c'est déjà ce que je faisais. L'hôpital de jour, il y avait ce côté social de tu vas faire une activité, donc tu ne fais pas rien chez toi, à rester te morfondre dans ton lit, tu te lèves, tu vas faire une activité thérapeutique. Donc là, moi je faisais cuisine, journalisme, atelier photo, il y a un moment.
Et où il y avait atelier débat aussi, débat cinéma. Et il y avait plein de petites choses comme ça. Je pouvais choisir ce que je voulais faire. Et ils ont été bienveillants avec moi, c'est-à-dire que normalement, tu as d'office plusieurs jours dans la semaine où tu dois y aller. Et moi, ça a été tellement dur pour moi qu'en fait, ils ont adapté la prise en charge. Ils ont fait au début que une fois par semaine, ensuite 2 fois par semaine. Ça a été très lentement, un rythme très lent. Et c'est ce qui m'a permis vraiment d'être de plus en plus à l'aise, même si c'était compliqué. Franchement, ça m'a appris plein de choses. Tous les enseignements que j'ai eus là-bas, je les ai gardés dans ma vie quotidiennement. J'utilise ces enseignements et ça m'a permis d'avoir vraiment ce côté social, ce côté de je ne déprime pas moi toute seule. Je fais des choses, je suis productive et je fais des choses utiles, des choses intéressantes, que ça soit l'hôpital psychiatrique, l'hôpital de jour. Je trouve ça dommage, vraiment, que je ne comprenne pas que ça soit pour mon bien, que je ne comprenne pas que c'est important pour moi et que en fait j'y allais à reculons. J'y allais vraiment avec une souffrance, une boule au ventre, je pleurais, je me mettais dans tous mes états alors qu'en fait c'était juste bien. Et ils te proposaient des activités, tout ça, c'était bien. Le fait d'y aller, de sortir de ma zone de confort me faisait souffrir à un point inimaginable. Ça m'a permis de briller dans différents domaines parce que c'est doué du coup pour écrire les articles de journal, la mise en forme sur l'ordinateur et tout. Je suis très douée. Pour la cuisine, je suis très douée. Ça m'a permis de briller, de reprendre confiance en moi, en mes capacités et de faire quelque chose finalement de tout ce temps libre. Après l'hôpital de jour, du coup, j'ai eu 18 ans. Ça s'est terminé net. On a fait une transition vers un autre psychiatre que je n'apprécie pas et que mes proches non plus parce qu'on ne trouve pas qu'il soit très professionnel. On trouve qu'il ne comprend pas les problématiques des gens qui ont des problèmes mentaux. Pour lui, c'est comme si on avait la flemme, comme si on manquait de motivation, des choses comme ça, et qu'un médicament, ça allait tout arranger. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En parallèle, j'avais une thérapie au CATTP. Le discours de la dame déplaisait parce que c'était pas du tout des choses scientifiques, c'était des choses... Elle prenait pour acquis tout ce que Freud disait, et on sait que Freud dit beaucoup de conneries. Donc heureusement, moi j'avais ce recul suffisant de me dire, bon là c'est du bullshit, mais par contre les exercices thérapeutiques qu'elle me fait pour avoir confiance en moi, et pour comprendre ce que c'est l'estime de soi et tout, ça c'est utile, et ça m'a beaucoup servi. Et encore, ça me sert encore. C'était quand même une bonne expérience et c'était tourné autour de l'art avec des ateliers de poterie, du dessin, de la peinture, des choses comme ça. Donc j'aimais bien. Pareil, c'était difficile pour moi, ça me faisait souffrir. Mais il y avait de l'intérêt à y aller. Non, je me disais sur le coup pareil, je crois que je me disais ça sert à rien, c'est des bullshit. Mais par contre, j'aime bien faire les activités d'art. Et au final, après, même si le discours qu'on m'envoyait, il était contraire à ce que moi je pense être la raison, ça m'a quand même permis de réfléchir à tout ça et d'avancer, donc finalement c'était pas si mal. Après tout ça, il y a eu le truc culminant, parce que dans ma vie professionnelle, plus rien. Du coup, ça stagnait depuis toutes ces années, ça stagnait. Et là, mission locale. Je m'inscris à mission locale avec l'aide de mon référent à l'hôpital de jour. Il m'accompagne et tout parce que c'était compliqué pour moi. Émission locale, pareil, c'était un processus très long. Tu as des activités qui peuvent t'aider, mais c'est beaucoup plus orienté sur la vie professionnelle. Par exemple, comment écrire un CV, comment, comment faire un entretien d'embauche, ce genre de choses. Alors déjà, ça m'a permis d'avoir un petit groupe. Moi, j'ai fait le SEJ après. Au début, j'étais en accompagnement individuel, le temps que je sois à l'aise et tout. Il y a mes parents qui m'accompagnaient à toutes les séances tellement que j'avais peur, tellement que je ne pouvais pas parler. Mon anxiété sociale était trop grande. C'était pas possible pour moi. Ça me stresse de vous parler de tout ça. Mais l'évolution que j'ai faite, accompagnée de ma conseillère à mission locale, elle est folle. Dites-vous qu'avant, impossible de prendre le bus sans faire de crise d'angoisse. Maintenant, je prends le bus tout le temps, toute seule. Tout le temps. J'ai fait des stages. J'ai fait plein de stages. Plein, peut-être pas. J'ai fait stage dans une médiathèque, librairie, refuge, école maternelle, crèche. Et c'est comme ça que je me suis dit, la librairie, finalement, je pensais que ça allait être ce que j'aimerais le plus et j'ai pas aimé. Le refuge, oh, j'aime bien les chats et tout, mais j'ai pas aimé
J'ai pas aimé pour autant le travail en fait. J'ai pas été très à l'aise à la médiathèque, mais c'est un de mes meilleurs stages et c'est le premier que j'ai fait. C'est le premier qui m'a redonné confiance en mes capacités, où j'étais trop fière d'y aller. Et franchement, c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé en vrai. Dans mes carnets, je note tout ce que je fais à mes stages. Toutes les journées, je détaille plus ou moins. Et du coup, quand ça ne va pas par rapport à ce côté de je suis incapable d'avoir un travail, tout ça, je relis, et là je me dis, je suis arrivée à faire ça, je suis arrivée à faire ça. Ici, ok, j'ai eu du mal, mais j'ai amélioré ça. Ça m'aide à avoir du recul au lieu de me laisser dévorer par mes angoisses. Jusqu'à ce que du coup, je fasse le stage en crèche et en école maternelle où je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Je vais faire un CAP petite enfance. J'ai besoin de temps pour accepter que j'ai les capacités, accepter que je vais réussir. Et je me mets une pression monstre tout le temps. Parce que je me dis, c'est mon avenir qui en dépend. Si je n'arrive pas à faire ça, ça veut dire que je suis nulle, ça veut dire que je suis incapable, etc. C'est des croyances qui s'installent en moi quand je fais un échec. Et d'ailleurs, j'ai fait un échec au mois d'août. Je devais travailler un mois en EHPAD. J'ai réussi à travailler qu'une semaine. Je vais pas vous expliquer en détail parce que c'est pas très intéressant. J'avais des idées noires et j'avais le stress mais vraiment intense. Et j'y arrivais juste pas, j'étais dépassée. Et comme c'était un travail, un CDD, je pouvais juste pas ne pas y arriver. Il fallait que j'y arrive. Et du coup, ben, rupture de contrat. Moi, ça m'a fait énormément de mal parce que je me suis remise en question. Je me suis dit, mais si j'arrive pas à faire ça, je n'arriverai à rien faire. Je ne vais pas arriver à faire ma formation, tout ça. On m'a expliqué, quand j'en ai parlé autour de moi, que c'était pas forcément de ma faute et que c'était très compliqué comme métier. J'étais aide hôtelière, du coup en EHPAD. On m'a dit que c'était très compliqué, que franchement j'ai fait tout ce que j'ai pu et que c'est comme ça et que ça arrive et que c'est pas grave. C'était mon premier vrai emploi. Restait un job d'été. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai donné mon meilleur. Je sais que les résidents, ils étaient très contents de moi, ils me trouvaient très gentille, très agréable. Ils étaient contents que je leur apporte à manger, tout ça, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Mais c'était quand même une expérience importante pour moi. Et j'essaye de me rattacher aux bons souvenirs, aux souvenirs des résidents qui me remercient, qui m'encouragent, tout ça. Au niveau des ressentis, du coup j'étais très isolée, et je me sentais très seule et je m'ennuyais vraiment profondément, mais un ennui mortel. C'est-à-dire que je n'avais aucune motivation, aucune force pour faire la moindre chose, mais par contre j'en souffrais. Je souffrais énormément du fait de ne pas être productive, du fait de rester dans mon lit à ne rien faire toute la journée. Je disais à mon copain que j'étais en état de léthargie, que j'étais apathique, je ne pouvais pas me lever. C'était vraiment la dépression, quoi. La dépression où tu ne peux rien faire. C'est pour ça que l'hôpital de jour, ça m'a forcé à me lever. Ça m'a forcé à faire des choses de mes journées, même si ça me faisait souffrir, même si ma dépression ne voulait pas que je fasse ça. Je suis allée contre le mouvement de on arrête tout. Aussi, quand je suis sortie de l'hôpital psychiatrique, j'ai perdu toutes mes facultés sociales. Enfin, c'est moi qui dis ça. Mais je n'arrivais plus à parler aussi bien qu'avant. Je n'arrivais plus à écrire aussi bien qu'avant. Ça, c'est encore resté. J'y allais, donc souvent avec une petite peluche, comme ça. Je ne pouvais pas parler, j'étais paralysée. Maintenant, les peluches, j'en ai même plus besoin. J'en ai même plus besoin. Ça m'empêche pas d'être mignonne avec mes petits lapins, voilà. Enfin bref. J'estime que j'écris beaucoup plus mal qu'avant et que je n'ai plus le don de l'écriture. Il faut vraiment que ça soit beaucoup plus travaillé, beaucoup plus approfondi. Mais ça, c'est peut-être parce que j'ai grandi et que j'ai un œil beaucoup plus critique sur mes écrits. Ça, c'est possible. Mais au niveau du social, quand je parlais à mes amis H24 avant, je ne parlais plus à personne parce que à l'hôpital psychiatrique, on t'interdit d'avoir un téléphone, on t'interdit de parler à l'extérieur. Et comme c'était le Covid, il n'y avait que les parents qui avaient le droit à une visite par semaine. Il y a beaucoup d'amis que j'ai perdus comme ça parce qu'on s'est éloigné et parce que je n'arrivais juste plus à reprendre contact avec eux. Je n'arrivais plus à avoir des conversations intéressantes, à avoir des conversations longues. Je ne tenais pas, je n'avais rien à dire. Et encore aujourd'hui, c'est un peu difficile.
ça s'est beaucoup amélioré parce que comme j'ai vécu plein d'expériences, j'ai des choses à dire sur mes expériences, sur les stages, sur l'emploi qui s'est mal passé. J'ai des choses à dire sur le fait que j'essaye de faire du sport et de perdre du poids, plein de trucs comme ça que je fais. Ça me donne un sujet de conversation. Mais en sortant de l'hôpital psychiatrique, vu que je faisais rien de mes journées, c'était très compliqué. Donc ça, c'est revenu avec le temps, avec le fait de faire des choses tous les jours, d'avoir des contacts sociaux un peu plus. Alors aussi, le fait que j'ai été déscolarisée et que je n'ai eu plus d'activité physique parce que j'étais en dépression, que je restais dans mon lit, ça m'a fait prendre énormément de poids. Aussi le fait de sortir de l'hôpital psychiatrique où on mangeait presque rien parce que c'est pas bon, ça me plaît pas, c'est très équilibré déjà de base et en plus c'est pas bon. Et je suis sortie, je me suis vengée. Hop, dès que je suis sortie, je suis allée à Burger King, au fast-food avec ma mère. Ça m'a fait du bien, mais j'ai pris énormément de poids suite à cette hospitalisation, plus l'antidépresseur qui m'a fait prendre du poids, plus j'ai commencé la pilule parce que je me suis mise avec mon copain et qu'on a commencé à avoir une vie sexuelle comme tout le monde. Hop, pilule, ça fait prendre du poids, plus les hormones de ma thyroïde, j'ai la maladie d'Hashimoto, hop, prise de poids. Il n'y a plus rien qu'aller, en fait, il n'y a plus rien qui faisait. C'était logique que je prenne du poids, c'était juste parfaitement logique. Il n'y a rien qui m'empêchait d'en prendre. Je n'ai toujours pas réussi à perdre ces kilos, malgré que j'ai beaucoup plus d'activité physique qu'avant. J'essaye de manger plus équilibré, mais c'est très compliqué parce que j'ai des TCA. Il y a des fois, je ne peux manger qu'un type d'aliment. Donc il y a un moment, c'était nouilles au thon. Je ne pouvais manger que des nouilles au thon en permanence. Malheureusement pour moi, c'est jamais des aliments sains. Ils sont des plats réconfortants pour moi. C'est tout le temps burger, fast-food, du sucre, du gras. Mine de rien, depuis que je me suis mise à aller à Basic Fit régulièrement, c'est une salle de sport pour faire de la musculation, tout ça, beaucoup moins de douleurs au dos et aux jambes. Je n'ai pas perdu de poids, mais je sens que j'ai beaucoup plus de force qu'avant et moins de douleurs. Donc, quelque part, je me dis que ça n'a pas servi à rien et que ça me fait toujours une activité. Et aussi au niveau du mental, ça m'apaise énormément. Parce que quand je suis énervée, que j'ai plein d'émotions, ça me vide de mes émotions. Je suis épuisée après et ça m'apaise. Je dois encore travailler sur le fait de mieux gérer mes émotions, de mieux les accepter, de mieux les extérioriser parce que je ne vais pas au sport tous les jours. Non, le fait d'être déscolarisé, ça peut sembler trop bien, idéal pour certains, surtout pour ceux qui sont à l'école encore. Mais en fait, c'est vraiment une souffrance. On est vraiment isolé du monde. Au niveau professionnel, ça coince, hein. On va pas se mentir. C'est très compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que je vais reprendre mes études, même si je ne voulais absolument pas faire d'études à la base. Vous déscolariser, que vous avez plein de projets et tout, un rythme de vie très construit, organisé et tout, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais en fait, quand on est déscolarisé, on n'a juste plus aucun rythme de vie, plus aucune organisation. On se laisse mourir, on se laisse envahir par la flemme, on ne fait rien. Et en fait, ça détruit ton mental. T'es en mode, putain, je fais rien de ma vie. Ça sert à rien que je vive parce que je ne fais rien. J'espère que ma vidéo ne vous donnera pas envie d'être déscolarisé parce que c'est nul à chier. Pardon. Je ne juge pas ceux qui sont déscolarisés, je suis moi-même déscolarisée. Mais c'est juste pour vous prévenir que qu'on peut imaginer ça en mode, ouais, c'est trop cool, elle va pas à l'école et tout, elle fait rien de sa vie, trop bien. Mais en fait, c'est vraiment une souffrance et je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais c'est très compliqué. Parce qu'on se retrouve tout seul à ne pas savoir quoi faire et en fait à juste être hors de la société. On se sent rejeté par tout le monde. Oui, j'en ai pas parlé de ça, mais tout l'entourage, toute ta famille, tous tes amis, ils vont te juger mal par rapport à ça. Ils vont se dire, bah, elle fait rien. Et dans notre société, c'est très mal vu de ne rien faire. Donc ça a été un peu difficile pour moi parce que je me mettais, je pense, la pression toute seule en mode j'imaginais ce regard de mes proches sur moi. En effet, c'était assez mauvais, mais c'était pas horrible non plus parce que mes proches savaient que c'était difficile pour moi euh, d'aller en cours, tout ça, et que j'avais besoin de temps. Et maintenant, ils sont très fiers de moi parce que, par exemple, j'ai passé mon code. Parce que, par exemple, je vais faire une formation, parce que j'ai essayé de travailler en emploi d'été, parce que j'ai fait des stages. En fait, plein de petites choses qui finalement, ça les a rassurés. Ils se sont dit, ok, elle essaye,
elle essaye de faire des choses. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous fais des bisous. Alors bonjour à tous, moi c'est Foga, j'ai la vingtaine, donc je suis là pour témoigner plus ou moins sur mon parcours de déscolarisation et pour répondre à des questions. Donc c'est ce que je vais faire. Donc mon parcours scolaire avant ma scolarisation, moi j'étais en troisième professionnel, puis j'ai continué jusqu'en seconde sur un bac professionnel, puis j'ai arrêté plus ou moins en seconde, officiellement en première, mais en seconde avant, mais on va commencer les questions. À quel moment as-tu pris la décision de te déscolariser et pourquoi? Je l'ai pris quand c'était possible légalement, en réalité, avec l'accord des parents, donc à 16 ans officiellement. Et pourquoi? Parce que l'école ne me plaisait plus, la formation que je faisais ne me plaisait plus et je suis jamais réellement allé par choix. On m'a plus orienté dans ce domaine et j'avais d'autres choses à gérer à côté. Et donc ça me permettait pas de continuer, j'avais plus aucune envie de continuer. Voilà. Euh, pour ce qui est de ma décision de me déscolariser. Est-ce que c'était une décision personnelle ou imposée par des circonstances extérieures? C'était un peu les deux, effectivement, c'était une décision personnelle parce que c'était une décision que j'ai prise plus ou moins moi-même. euh, mais effectivement, il y avait des circonstances extérieures qui faisaient que bah, c'était plus vraiment possible pour moi de continuer. Et donc, un choix s'imposait. Quelles ont été tes premières impressions et sentiments après la déscolarisation? Je l'ai pas nécessairement mal vécu, c'est un poids qui s'est allégé. Comme considérant que voilà, je subissais ma formation plus que je ne l'aimais finalement en fait. C'est vrai que j'ai été allégé d'un poids et après c'est vrai que je saurais plus vous dire précisément ce que je ressentais à ce moment-là. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie quotidienne? Assez étonnamment, j'ai pris le goût à l'apprentissage en autodidacte, pardon, ce qui était jamais été arrivé, pardon, avec l'école. Que j'ai eu plus de temps pour faire certaines choses. Globalement, ça m'a aidé à reprendre goût tout de même à l'apprentissage, peut-être même à la vie d'ailleurs, parce que la vie n'est plus ou moins qu'une question d'apprentissage. Donc effectivement, voilà ce qui a changé. As-tu ressenti un sentiment de liberté, de soulagement ou au contraire de peur? Un sentiment de liberté certainement, puisqu'effectivement, comme évoqué, je me suis senti euh, soulagé d'un poids. De soulagement, peut-être oui, effectivement, et au contraire de peur, peut-être ces trois sentiments liés. Effectivement, il y a tout de même la peur de son avenir, euh, euh, le doute de dire est-ce qu'on a fait le bon choix, etc. Enfin, moi j'étais quand même assez sûr que j'avais fait le bon choix, mais il y a tout de même un doute qui persiste et une peur globalement, mais effectivement peut-être ces trois sentiments liés. Voilà. Comment organises-tu tes journées maintenant? J'ai eu le temps de travailler, ça date pas nécessairement d'hier la déscolarisation. Donc j'ai eu le temps de travailler, de gagner de l'argent, de faire des choses. Donc maintenant, c'est vrai que comment peut-être s'organiser mes journées après avoir été déscolarisé, bah, j'apprenais pas mal. Puis moi, je voyais mes potes, puis moi, j'aimais bien les jeux vidéo aussi. Donc je jouais pas mal aux jeux vidéo. Alors ça, c'est un peu cliché, voilà, le déscolarisé qui joue aux jeux vidéo, etc. Mais c'est vrai que ça m'a quand même permis de m'expérimenter sur tout ce qui est jeux vidéo, etc. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Voilà, c'est quand même une passion qui est intéressante et qui peut apporter beaucoup de choses à l'avenir, notamment en termes de rencontres, en termes de. Donc voilà. As-tu des objectifs d'apprentissage spécifiques, par exemple passer un diplôme à distance ou développer une passion? Effectivement, là, j'ai déjà fait mon petit chemin quand même. C'est vrai que j'ai toujours pas le bac puisque je l'ai jamais passé. Pour l'instant, dans ma vie, j'ai pas d'objectif d'apprentissage particulier. Voilà, j'ai fait le bon choix d'escolariser et je dis j'ai essayé par le passé notamment de repasser les diplômes, etc. Alors c'était en ligne, donc effectivement un diplôme à distance, mais j'ai jamais accroché, j'ai jamais vraiment aimé ça. J'ai jamais vraiment été. Ça m'intéresserait toujours de passer
de continuer des études universitaires. Mais il y a toujours une équivalence plus ou moins du bac à passer, et je trouve ça souvent très linéaire et très peu intéressant. Et je suis même pas sûr d'aimer en fait même les études universitaires. Comment ta famille et tes amis ont-ils réagi à ta déscolarisation? Famille, elle a accepté déjà pour que ça puisse être possible officiellement et légalement ils ont accepté. Mes amis, après j'avais des amis, voilà, j'ai quand même grandi dans des quartiers assez pauvres, etc. Donc j'avais des amis qui n'étaient pas en très bons termes avec l'école non plus. Donc effectivement, il n'y a pas eu de surprise à ce niveau pour eux, mais mes parents avaient certainement peur et s'inquiétaient pour mon avenir, très certainement. Après ça, voilà, je pense que c'était quand même la bonne décision et que possiblement ils le pensent aussi. Voilà. As-tu ressenti du jugement ou de l'incompréhension de la part de ton entourage ou de la société en général? Du jugement, non, de l'incompréhension de la part de mes parents peut-être. Mais bon, ça va, ils connaissaient assez bien mon cas. Ils savaient que c'était tout simplement pas fait pour moi et que c'était peut-être persister dans quelque chose de mauvais. Pas vraiment. En tout cas, voilà, pas vraiment. Quels sont les plus grands défis ou inconvénients? Je pense que les plus grands défis, c'est d'arriver à apprendre de soi-même et de faire de l'autodidacte, tout simplement. Voilà. Je pense qu'il y a des personnes qui sont plus faites pour l'autodidacte et d'autres pour savoir un prof, suivre des cours. Voilà, je pense que le plus gros défi, c'est parfois d'apprendre seul, et un défi qui peut être également auquel on peut parler, c'est aussi peut-être une question un peu de solitude, puisqu'effectivement la scolarité génère quand même des interactions sociales, ce qui n'est plus le cas quand on est déscolarisé, donc il y a peut-être un défi de solitude aussi, et un défi de devoir s'occuper de soi-même, sans qu'il y ait quelqu'un derrière, voilà. Puis ça fait partie peut-être des inconvénients aussi, mais voilà. Y a-t-il des moments où tu regrettes ton choix? Pourquoi? Je n'ai jamais regretté mon choix, j'ai toujours pensé que c'était le bon choix. Pas forcément un échec, tout dépend de ce qu'on peut faire plus tard. C'est vrai que pas le parcours le plus conventionnel pour accéder à des études supérieures, pour avoir un diplôme, etc. Mais bon, je pense pas qu'une déscolarisation, dans tous les cas, ce soit une fatalité et que ce soit permanent dans le temps. Je pense qu'on peut toujours reprendre des études, qu'on peut toujours faire des choses. Et si effectivement, de plus, on est quelqu'un d'autodidacte, je pense que ça peut être encore plus grande, sans vouloir évidemment glorifier la déscolarisation. C'est pas quelque chose que je conseille, c'est quelque chose que je ne conseillerais jamais, mais effectivement on peut de nouvelles portes peuvent s'ouvrir à nous. Voilà. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui envisage la déscolarisation mais hésite à franchir le pas? Honnêtement, rien, voilà, j'ai pas de conseils à donner particulièrement. Je pense que le mieux c'est tout de même de rester à l'école, voilà, je vais être honnête. Et c'est d'essayer de continuer les cours. Après, si vraiment quelqu'un envisage la déscolarisation, bah voilà, ce que je lui conseillerais en tout cas, c'est de continuer à être entouré par des amis et par ses parents, voilà, que la personne ne se retrouve pas tout seul et isolée. Donc voilà, et peut-être qu'il y ait des activités qui soient faites aussi, comme du sport, etc. Voilà, que la personne ne se retrouve pas isolée et complètement seule face au monde. Donc ce que je conseillerais effectivement, c'est d'avoir un plan pour s'occuper de soi-même et pour être actif dans la vie. Qu'est-ce que tu aurais aimé que les gens comprennent mieux sur la déscolarisation? Peut-être que justement la déscolarisation n'est pas une fatalité, une chose permanente, et qu'effectivement il y a toujours moyen de reprendre ses études, de faire des choses, et voilà, il y a quand même moyen de travailler, de créer sa boîte. On n'a pas besoin de diplôme pour créer sa boîte, hein. Donc il y a toujours moyen de faire des choses, et il y a toujours moyen c'est loin d'être une fatalité, et quelque chose qui condamne finalement un avenir. Voilà. Si tu devais déconstruire un cliché ou une idée reçue sur les déscolarisés, lequel ce serait? C'est peut-être que les gens déscolarisés sont moins intelligents ou moins cultivés. Alors moins cultivés, peut-être, oui, effectivement, si la personne n'a pas appris par elle-même en autodidacte. Mais bon, intelligents, généralement, c'est assez faux, hein. Même généralement les premiers de la classe, pour avoir travaillé dans un collège, etc. Généralement, les premiers de la classe sont pas ceux
sont pas les personnes les plus intelligentes, c'est beaucoup de par cœur, voilà, c'est beaucoup de... L'intelligence n'a rien à faire avec ce genre de choses. Ce serait d'un peu ce cliché, d'un peu de cette idée reçue de dénigrer un peu les personnes esclavagées. Voilà, je trouve ça dommage, mais voilà. Donc je crois avoir répondu à toutes les questions. Donc ce fut un plaisir, monsieur, dame, et je vous dis à la prochaine et je vous laisse retrouver, j'imagine, Lim. Voilà, à toutes. Alors tout d'abord, je tiens à remercier Tatsu qui nous a gentiment offert son témoignage. J'ai demandé à mon copain Clément qu'il lise son interview. Coucou. Comme ça sera un peu plus sympa pour vous de l'écouter. Voilà, du coup, je vais faire la voix de Tatsu. Peux-tu te présenter brièvement? Oui, alors j'ai 28 ans, j'ai un parcours scolaire assez classique en commençant depuis la grande section de maternelle jusqu'en 3e au collège. J'ai tenté une seconde professionnelle en ébénisterie que j'ai redoublée pour des raisons de santé. Puis j'ai fait une 3e seconde en NJPF, donc nature, jardin, paysage et forêt, dans un lycée agricole. Et je me suis arrêté en première GMNF, donc la suite de la seconde, vers le milieu d'année, autour du mois de mai. Ok. À quel moment as-tu pris la décision de te déscolariser et pourquoi est-ce que c'était un choix? Du coup, c'est au milieu de ma première, donc en 2015, je crois. Je sentais que ce qu'on tentait de m'apprendre ne me convenait pas. Et c'est-à-dire que je suis plus pour travailler la terre à l'ancienne, c'est-à-dire sans débroussailleuse, sans tronçonneuse, etc. Donc j'ai décidé de quitter le lycée. Est-ce que c'était une décision personnelle ou imposée par des circonstances extérieures? C'était une décision mûrement réfléchie, donc oui, personnelle. Quelles ont été tes premières impressions et sentiments après la déscolarisation? Un soulagement. J'ai jamais aimé l'école, pour diverses raisons. Donc ça m'a fait plus grand bien de ne plus devoir aller m'asseoir dans une salle avec 20 autres énergumènes. On peut clairement dire que j'ai ressenti de la liberté. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie quotidienne? Par le fait que je pouvais me lever quand je le voulais, même si je me levais assez tôt quand même, de pouvoir faire ce que je veux quand je veux, ça n'a pas changé grand-chose. J'avoue que j'y avais jamais pensé. Comment organises-tu les journées maintenant? Alors je vais parler au passé dans ce cas. Je me levais tôt, je faisais des loisirs le matin, puis l'après-midi, je faisais pareil. J'ai pas beaucoup de souvenirs de cette période. J'ai aidé ma mère à faire les courses, porter les sacs. Étant donné que je suis musicien, la musique occupait une grande place en fait dans ma vie. As-tu des objectifs d'apprentissage spécifiques, par exemple passer un diplôme à distance, développer une passion? Si oui, lesquels? Alors, j'ai entamé une formation en naturopathie en 2015. Donc l'année où j'ai arrêté ma première. Quelques mois après ma déscolarisation, et ce jusqu'en 2017. Je la faisais à distance via un organisme de formation, le CNFDI, et je recevais les cours et les exercices par courrier que je renvoyais par la suite. Les exercices, pas les cours. Mais comme mes soucis de santé s'étaient aggravés et que j'ai dû faire face à un conflit familial, j'ai été contraint de m'arrêter. Donc je suis ensuite resté un peu plus d'1 an sans rien du tout. Puis j'ai commencé une formation de paysagiste à mon ancien lycée. Donc mon ancien lycée qui avait également une section CFA. Sauf que, encore une fois, j'ai dû stopper après le premier mois. Toujours à cause de mes problèmes de santé. Et depuis, j'ai plus rien fait. Aujourd'hui, je touche le RSA, mais je peux toujours pas travailler. Pour la même raison que j'évoque toujours, c'est-à-dire mes problèmes de santé. Comment ta famille et tes amis ont-ils réagi à ta déscolarisation? Alors ma mère m'a soutenu, ainsi que ma grand-mère. Et d'ailleurs, c'était elle qui m'avait payé ma formation. As-tu ressenti du jugement ou de la compréhension de la part de ton entourage ou de la société en général? Non, même si ça avait été le cas, j'ai de compte à rendre à personne, sauf à moi-même. Donc personne me dit ce que je dois faire, et je suis mon propre chef.
Quant à l'image que je pourrais refléter aux yeux de la société, bah, je m'en balance pas mal. Quels sont selon toi les plus grands avantages d'être déscolarisé? Alors selon moi, c'est vraiment le moment où on peut véritablement se poser, se remettre en question, écouter ses émotions, ses envies. Et tant pis si ça prend 1 an, 2 ans, même plus, le plus important, c'est de se sentir bien dans ce qu'on fait et d'avoir envie de le faire. Donc évidemment, suivant les conditions, les contextes de chacun, ça sera plus ou moins facile de le faire. Ceux qui n'ont pas d'autre choix que de trouver un job, par exemple, pour subvenir à leurs besoins, dont les parents leur ont fermé les portes, ils seront désavantagés. Mais il ne faut pas oublier ce pourquoi on est fait. Et écouter ses envies, ses idées, c'est très important. Peu importe ce qu'on vous dit, celui ou celle qui peut vous reprocher quelque chose, c'est vous-même et c'est personne d'autre, en fait. Quels sont les plus grands défis ou inconvénients? Bah, ça va être trouver sa voie, du coup. Savoir dans quoi s'engager. Pour moi, ça n'a jamais été un obstacle, puisque j'ai toujours su ce que je voulais faire dans ma vie. Mais je sais que pour d'autres, c'est pas aussi simple. Et je les encourage à persévérer et à surtout pas se limiter aux conseils qu'on peut leur balancer. Donc quand on n'est pas à la place d'une personne ou qu'on n'a pas vécu soi-même la situation, bah, c'est difficile de juger. Puis quant aux inconvénients, je dirais que bah, c'est l'argent, forcément. Surtout qu'on doit s'assumer tout seul et que parfois personne nous aide. Pour moi, j'y ai jamais songé parce que j'ai la chance d'avoir une mère formidable qui a toujours été là pour me guider et qui me conseille au mieux. Y a-t-il des moments où tu regrettes ton choix? Pas du tout. Que dirais-tu aux personnes qui pensent que la déscolarisation est forcément un échec? Bah, je leur dirais tout simplement qu'ils ont tort, que l'école ça fait pas tout. La scolarité n'est pas qu'un tremplin. Certes, elle nous apprend à lire, à écrire, à compter, mais c'est pas ce qui fera de nous des bosseurs ou des gens bien. Je t'en parle là que le seul tremplin qui existe, c'est nous-mêmes. Et il n'y a que nous qui puissions nous tirer, nous faire avancer vers la direction qu'on a choisi d'emprunter. Peu importe si on est bien entouré ou non, la décision finale, elle nous appartient toujours, à nous. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui envisage la déscolarisation mais hésite à franchir le pas? Je l'ai dit avant, l'important c'est de savoir écouter ses envies, se faire confiance à soi-même. Donc même si c'est pas facile, j'en sais quelque chose. Prendre le temps d'en discuter autour de soi, d'en parler à ses parents, ses proches, afin de récolter les différents avis. C'est toujours bon à prendre, mais comme je l'ai dit, la décision finale, c'est à chacun de la prendre. C'est la personne elle-même qui doit la prendre. Où te vois-tu dans quelques années et quel rôle a joué la déscolarisation dans cette vision? Géographiquement, je me vois dans un autre département, parce que je compte déménager, en vivant de mon travail de la terre. Donc je souhaite devenir créateur de jardins potagers et continuer de faire ce qui me plaît. La déscolarisation n'a joué en rien dans cette vision. C'est une vision que j'ai depuis des années déjà. Qu'est-ce que tu aurais aimé que les gens comprennent mieux sur la déscolarisation? Chacun mène sa vie comme il l'entend et que non, on n'est pas systématiquement obligé de passer par les voies classiques d'apprentissage pour réussir. Cela dit, il faut tout de même en vouloir. Il ne faut pas avoir peur de travailler, de s'accrocher à ses convictions. Si tu devais déconstruire un cliché ou une idée reçue sur les déscolarisés, lequel ce serait? Du coup, je vais encore me répéter, mais parce qu'on va plus à l'école, qu'on peut pas réussir et faire ce qui nous convient. Merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère que nos témoignages ont pu vous aider à répondre à certaines de vos questions. Et comme on peut l'entendre dans Kiki la petite sorcière, suis ton cœur et n'oublie jamais de sourire.